Oui, parce que en fait, j'y pensais pas, Romain, mais je me souviens qu'à un moment sur les histoires des voitures autonomes, il y avait eu ce sujet, je ne sais pas comment appeler ça, oui, ce sujet. Comment programmer la voiture autonome? En gros, est-ce qu'il faut que, si à un moment elle doit arbitrer entre écraser un enfant et écraser trois petits vieux, est-ce qu'il ne vaut pas mieux qu'elle écrase trois petits vieux pour préserver l'enfance, voilà, le potentiel de croissance que représente un enfant? Vous regardez ça? Alors, regardez le Romain, il a un air blasé du gars qui voit putain, oh non, c'est pas vrai. Et là, dans sa tête, et après, il me fait Terminator, le gars. Mais figurez-vous que c'est tout le contraire. Pour nous, ce sont des sujets qui sont fondamentaux. Et l'illustration de la voiture, c'est une illustration qui est très radicale parce que on va choisir d'écraser une personne ou choisir d'écraser une autre, mais c'est quelque chose qui se retrouve dans tout ce qu'on fait avec l'IA, avec la donnée. Aujourd'hui, nos clients, ils servent de l'IA pour changer la façon dont ils vont faire du marketing, dont ils vont faire des ventes, dont ils vont faire des opérations, dont ils vont faire de la maintenance, dont ils vont faire toutes ces choses-là. Et donc, l'IA va influencer des décisions qui vont avoir un impact sur des gens, qui vont avoir un impact sur du business, oui, mais aussi sur des gens. Et quand on voit tous les loupés qu'il y a pu y avoir par le passé, comme des analyseurs de CV d'Amazon qui discriminent contre les femmes, des algorithmes... Oh, boum, la petite target contre Amazon. Toujours, c'est pas contre Amazon, c'est un élément auquel il faut faire attention, parce que quand on parle d'IA et quand on parle de données, il y a des conséquences sur des vrais gens. Et l'exemple de la voiture, c'est l'exemple extrême, parce qu'on voit des voitures qui peuvent écraser une personne ou écraser une autre, mais en réalité, toute application de l'IA, à partir du moment où elle a un sens, a des conséquences, et à partir du moment où elle a des conséquences, il y a des risques de dérive. Donc ce que vous dites, c'est quelque chose qui est fondamental dans notre approche, c'est comment est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'on a un niveau de confiance et de contrôle. Et ma certitude là-dessus, c'est que la confiance, elle est dans l'humain, et pas dans la technologie, et c'est un des principes directeurs qu'on suit. Réponse brillante, hein. Réponse brillante à un sujet, moi j'avais toujours trouvé que c'était un sujet à la noix. Pourquoi? Parce que la voiture autonome avec une bonne IA, elle écrase personne. En fait, mais en fait, on programme une forme d'échec. Elle écrase personne parce que elle ralentit dans les zones où il y a du monde, parce que elle arrive à anticiper, parce que c'est quand même ça le sujet, quoi. Elle écrase personne. C'est le premier point. C'est comment est-ce qu'on fait pour que ça écrase personne. Le deuxième point, c'est quand effectivement, il y a deux personnes qui tombent sur la route au même moment et il faut choisir entre les deux. Qu'est-ce qu'on fait? Et la difficulté de cette situation, c'est que c'est une situation qui est une question d'éthique assez classique, mais qui a l'habitude d'être très conceptuelle, et qui, dans ce cas-là, devient concrète. La voiture, il faut lui dire ce qu'il faut qu'elle fasse. Et le plus intéressant dedans, c'est que si vous regardez dans différentes cultures... C'est impossible de lui dire écrase un vieux plutôt qu'un gamin. Mais d'autant plus que selon les cultures, ce qui est acceptable est différent. Vous allez poser les questions en Extrême-Orient, on va avoir moins tendance à favoriser les jeunes, et dans les cultures occidentales, on va plutôt avoir tendance à préserver les jeunes. Et donc, quelle est la bonne réponse? Déjà, indépendamment de tout élément technologique, il y a 4000 ans de débat éthique derrière nous qui ne savent pas apporter une réponse à cette question-là. Donc il est complètement irréaliste d'espérer que c'est l'IA qui va être capable de répondre à ça. Le fondement de la question, c'est qu'est-ce que les humains pensent de la réponse? Et après, est-ce qu'on sait l'implémenter de la bonne façon dans les systèmes qu'on met en place? Et encore une fois, l'exemple de la voiture, c'est un exemple qui est très extrême, mais ça se voit dans toutes les applications de l'IA. À partir du moment où la décision impacte des gens, il faut réfléchir à est-ce que c'est en accord avec nos principes éthiques personnels. Très extrême et pas tant que ça, puisqu'en fait, la seule... Je crois que c'est la seule aujourd'hui, mais on va en parler justement, application concrète de l'intelligence artificielle qu'on vit tous, c'est la façon dont on a, alors j'emploie le terme un peu savant, pardon, mais aliéné, c'est-à-dire dont on a confié à quelqu'un d'autre, dont on a arrêté notre jugement sur la route qu'on prend pour aller chez des amis, au travail, en vacances. Voilà. On a décidé de confier ça à une machine. On a décidé de confier ça à une machine, mais je pense plus que ça. On a décidé de confier ça à des ingénieurs et des développeurs et des équipes entières qui ont décidé de mettre en place cette machine. Ma conviction, c'est qu'on ne fait pas confiance à une machine. On fait confiance dans les gens qui la fabriquent ou les gens qui l'utilisent. Vous avez raison. Et alors ça aussi, tiens, dans la puissance, parce que c'est Google, c'est Maps évidemment dont on parle. Je le ferais peut-être pas pour TomTom aujourd'hui, par exemple. Par exemple, si on me confie un TomTom, j'aurais peut-être pas le même regard que j'ai sur Google Maps, c'est-à-dire, il dit que c'est par là, hein, les gars, taisez-vous tous, hein, voilà.
Et personnellement, j'ai confiance en TomTom, mais je pense que vous illustrez parfaitement le point. Finalement, vous avez confiance dans des personnes, c'est l'équipe Google, l'équipe TomTom, avant d'avoir confiance dans juste une technologie qui finalement est transparente pour vous. Vous ne savez pas en réalité ce qu'il y a en dessous. Donc est-ce que vous avez confiance dans le fait de délocaliser votre décision dans des gens qui vous croyez qu'ils vous aideront à prendre la meilleure décision possible? De la même manière que plutôt que de porter des choses sur votre dos, vous les mettez dans le coffre de votre voiture, vous vous aliénez la capacité de transporter la matière, mais en même temps, vous avez confiance dans le fait que le constructeur automobile a fait une voiture qui permet de le transporter. Ouais, non, c'est pas pareil. Là, c'est la mécanisation, la machine. Là, non, je vous suivrai pas sur ce point-là. Mais revenons quand même à... Non, mais c'est passionnant, Romain. Est-ce que vous avez des... Donc, alors, je le dis d'un mot, Romain Foix, je suis le directeur des opérations d'une boîte qui s'appelle Dataiku, qui est aujourd'hui un des acteurs importants à l'échelle mondiale, même, on peut le dire, de l'intelligence artificielle. Hein, voilà. D'ailleurs, là-dessus, il y a deux visions sur ce fameux concept de licorne, vous savez, c'est-à-dire start-up, moins de 10 ans, valorisé plus d'1 milliard d'euros, de dollars, comme vous voulez. Certains le revendiquent vraiment très très fortement, sans doute un effet de dynamisme au cœur de leurs équipes. D'autres sont beaucoup plus discrets. Vous êtes beaucoup plus discret finalement à vous revendiquer licorne aujourd'hui. Dataiku vaut largement plus d'1 milliard de dollars. Je lis partout 1,4 milliard à peu près, c'est ça l'idée Plus d'1 milliard, oui. Oui, c'est ça, plus d'1 milliard. Mais bon, ça veut dire que c'est quasiment naturel pour vous et il n'y a pas de nécessité de la question, c'est le claironner plus que ça. Qu'est-ce que ça change en réalité? Disons, c'est pour vos équipes, pour attirer les talents, pour les investisseurs, pour vos parties prenantes, voilà. Ça... Et donc c'est dans ces contextes-là qu'on va en parler, effectivement. Ouais, ça rassure les gens quand on recrute de se dire qu'on est une société qui est reconnue par le marché et qui est reconnue par les investisseurs. C'est important potentiellement pour nos clients de voir qu'on est une société qui est solide et dont certains des plus grands investisseurs du monde de la technologie auxquels ces investisseurs ont essayé de faire confiance. Mais au-delà de ça, c'est pas quelque chose qu'on va aller fanfaronner, parce que c'est effectivement juste un chemin, un passage vers une destination qui est pour nous plutôt l'essor de l'IA dans les entreprises, la démocratisation de l'usage de la donnée. Ouais. Vous parliez de, vous ne voulez pas comparer la mécanisation à l'IA. C'est moi qui vais être en désaccord avec ce que vous dites. Je pense que la transformation par la donnée est quelque chose, peut-être pas de similaire, mais en tout cas d'équivalent à la mécanisation. Alors, c'est là qu'on arrive à une immense différence. La voiture, je peux la démonter. Ouais. La black box de l'IA, elle restera un mystère pour moi. Il y a deux niveaux de réponse dans ce que vous dites. Aujourd'hui, la voiture, en réalité, vous ne pouvez plus la démonter. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de changer un phare dans les voitures les plus récentes. Il faut démonter la moitié du moteur pour être capable de le faire. D'accord, c'est le premier point. Globalement, je comprends. Et le deuxième point... Ouais. OK, l'injection électronique, ça peut être... Mais globalement, je comprends la mécanique générale qui fait que la voiture avance. Ouais. Et pour l'IA, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça nous ramène sur le point précédent, qui est comment est-ce qu'on fait pour se créer une confiance autour de l'IA. Ouais, c'est ça. Et se créer une confiance, c'est avoir un certain niveau de compréhension des outils utilisés, avoir surtout de la compréhension des données qui sont utilisées, parce qu'il ne faut pas se leurrer. La première cause d'erreur dans le comportement des IA, c'est d'avoir ramené des biais et des erreurs, des données par le passé. L'exemple des CV que j'évoquais tout à l'heure, c'est juste qu'il y a eu des biais par le passé, qu'il y a eu de la discrimination, et que l'IA, tout bêtement, elle avait juste répété les erreurs qui avaient été vues dans le passé. Et le dernier point, c'est encore une fois la confiance dans les gens et dans la façon dont ils utilisent. Ma forte conviction, c'est qu'on va avoir de plus en plus de réglementations sur l'utilisation de l'IA, qui vont imposer pour les usages d'IA qui ont des impacts sur les personnes, d'avoir des niveaux de contrôle et de process, comme on peut en avoir dans les systèmes de risque des banques aujourd'hui. Pour l'instant, et alors démarrons là où je voulais effectivement démarrer après cette entrée en matière, mais absolument passionnante. Beaucoup plus intéressante que peut-être ce qu'on va dire maintenant. Donc, je passe ma vie dans les entreprises, avec les métiers justement, mais on va en dire un mot. La spécificité de Dataiku, c'est que vous vous adressez aux métiers. Globalement, aujourd'hui, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une crainte vis-à-vis de l'IA. Au contraire, il y a beaucoup d'attentes. Ouais. Simplement, c'est un peu comme le sexe adolescent. Vous savez, le sexe adolescent, tout le monde en parle, tout le monde en rêve, personne ne le fait. Et j'ai l'impression qu'en fait, personne aujourd'hui, ils sont tous noyés en fait dans ce fameux lac de data dont vous parliez. Est-ce que c'est ça la situation aujourd'hui ? Finalement, l'IA en entreprise, mis à part, oui, des éléments qui sont presque plus des éléments de mémoire, elle est aujourd'hui au stade embryonnaire. Alors, ça dépend des entreprises. On a une grande partie de nos clients qui sont très loin du stade embryonnaire, avec des milliers de personnes qui l'utilisent. Moi, j'aime bien comparer l'IA à l'informatique dans les années 90. Au début, les entreprises ont cru que les ordinateurs, c'était pour les informaticiens. On mettait les ordinateurs pour les informaticiens. La valeur
de l'informatique, c'est pas pour les sociétés d'informatique, c'est pas pour les informaticiens. Là où vous retirez vraiment de la valeur de l'informatique, c'est quand vous comprenez que l'informatique, ça vous permet de faire votre métier, mais de le faire mieux, ou de faire des choses nouvelles, ou de les faire de manière plus efficace, parce que vous intégrez l'usage de l'ordinateur dans votre quotidien. Aujourd'hui, il y a quelle proportion des gens qui bénéficient d'ordinateurs qui sont informaticiens ? 0,1%. L'IA, on se dirige dans la même direction. C'est d'être capable de fournir aux gens dans leur quotidien la capacité à mieux faire leur métier. Je suis au procurement, je suis au sourcing, je vais être capable de mieux choisir ce en quoi il faut que je m'approvisionne et où est-ce que je m'approvisionne. Je suis à la maintenance. Mais ça, c'est juste par de l'analyse de données historiques, point à la ligne. Ça, c'est de l'intelligence artificielle, ça. Alors là, vous arrivez sur un autre point qui est la définition qu'on donne à l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est la voiture autonome, ou est-ce que c'est les chatbots, ou est-ce que c'est les réseaux de neurones, ou est-ce que c'est juste la capacité à exploiter au mieux la donnée dans le contexte dans lequel on est ? On a une définition chez nous qui est... En gros, IA, ça ne veut pas dire grand-chose, donc on va dire plutôt IA d'entreprise, qui est l'usage de la donnée dans les meilleurs contextes et par les technologies les plus récentes pour être capable de répondre à une problématique métier. Dans les faits, la moitié des usages qu'on voit sont des usages de données qui sont relativement simples, mais qui ont pour besoin d'être bien intégrés dans la façon dont les gens travaillent. L'autre moitié, c'est des utilisations qui sont sur des algorithmes qui sont plus compliqués, mais qui ont besoin soit d'être mis à disposition de personnes qui sont moins expertes dans les domaines de la donnée, soit d'être travaillé de manière collaborative avec les gens qui connaissent les métiers. Ouais, voilà, on a des clients qui ont des dizaines de milliers de modèles d'IA qui sont utilisés dans leur quotidien, mais c'est parce que leur perspective pour faire ça, c'est pas l'objectif, c'est d'avoir un modèle, l'objectif, c'est de faire de l'IA. Non. Aucune entreprise ne doit avoir comme objectif, c'est d'avoir de l'IA. L'objectif, c'est de mieux faire son métier. Bien sûr. Et les entreprises qui sont concentrées sur l'objectif, c'est de faire de l'IA, donc ça veut dire que mon objectif, c'est d'avoir un lac de données, ou mon objectif, c'est d'avoir des modèles prédictifs, ont tendance à arriver dans des impasses. Parce que oui, éventuellement, si votre objectif, c'est d'avoir un lac de données, vous aurez un lac de données. Est-ce que c'est ça qui vous fait le mieux travailler ? Non. Si votre objectif, c'est d'améliorer la façon dont vous faites tel métier ou tel métier avec la donnée, peut-être que le passage pour y arriver, c'est d'avoir un lac de données, mais c'est un moyen, ce n'est pas une fin. Est-ce que les modèles prédictifs ne sont pas balayés par la pandémie ? Alors, c'est un élément intéressant qui montre à quel point le modèle en lui-même a peu de valeur. Bien évidemment que les modèles prédictifs, 3 semaines après le début de la pandémie, n'ont eu plus aucune valeur prédictive. On travaille avec des gens dans le domaine de l'énergie qui nous ont dit, début avril, nos modèles, la consommation a baissé de 30%, nos modèles n'avaient plus aucune valeur. Et c'est là qu'on voit où est la puissance. La puissance, ce n'est pas dans le fait d'avoir un modèle. La puissance, c'est d'avoir intégré la démarche dans la façon dont vos métiers travaillent, parce qu'en l'espace de 3 semaines, ils ont été capables d'aller trouver des données complémentaires prédictives des nouveaux modes de consommation, de réentraîner des modèles prédictifs, de déployer ces modèles prédictifs. Et donc 3 semaines après, ils avaient des choses qui n'étaient pas parfaites, mais qui leur permettaient de prendre des décisions par rapport à s'ils avaient été sur des temps longs de je vais travailler 6 mois à faire ça en laboratoire et puis je vais déployer ça et vous vous retrouvez en septembre à avoir quelque chose adapté pour le mois de mars 2020. Et ce qui est sûr, c'est que le mois de mars 2020 n'a plus rien à voir avec le mois de septembre 2020. Et alors donc, le grand credo de Dataiku, ce qui fait votre croissance, c'est descendre au niveau des métiers et c'est bien ça, mettre des outils d'IA, est-ce que ça vous va, entre les mains des métiers ? Exactement, entre les mains des métiers et entre les mains des experts, et d'être capable de les faire travailler ensemble pour que finalement, on n'ait encore une fois pas comme finalité d'avoir des modèles d'IA, mais comme finalité d'avoir augmenté des métiers avec des modèles. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on se retrouve avec un... c'est vraiment... verbiage d'entreprise, avec un template, je ne trouve pas le mot français, c'est-à-dire une architecture, voilà, avec une architecture basique que tout le monde peut utiliser, dans lequel chaque métier va rentrer les données qu'il a envie d'utiliser et qui ensuite va travailler par elle-même, ça se rapproche de ça. Oui, pensez à Excel. Voilà, Excel, il y a des gens qui s'en servent pour faire des modèles de prévision de trésorerie, il y en a qui s'en servent pour faire la planification de leur livraison, il y en a qui s'en servent comme carnet d'adresse, mais tout ça, c'est le même canevas. Ouais, d'accord, voilà, Dataiku, il y a cette approche de c'est ouvert à tous, accessible à tous, vous pouvez aller chercher vos données sans être des experts, vous pouvez faire des modèles prédictifs sans être des experts, vous pouvez être un expert et en tirer le meilleur parti, utiliser les meilleures technologies du moment de calcul et mettre tout ça de manière orchestrée avec un impact métier pour changer la façon dont vous allez préparer la logistique de lancement de notre nouveau vaccin contre le coronavirus. Mais est-ce qu'on ne perd pas une partie de l'efficacité de l'intelligence artificielle
Justement, l'image d'Excel, elle est bonne. C'est-à-dire, Excel, c'est Excel, mais en même temps, ça n'est que Excel. Et il y a des tas, notamment dans les directions financières, des tas de gens qui aujourd'hui sortent d'Excel pour aller vers des logiciels plus élaborés, qui font justement des choses un peu plus intéressantes et un peu plus intelligentes. Il n'y a pas là un... C'est un élément fondamental dans notre approche. On est tout sur la collaboration et la capacité à assembler des gens qui ont des compétences diverses. Vous savez faire que de l'Excel, vous pouvez faire du Dataiku. Vous êtes un super développeur en Python ou en R, vous voulez utiliser les dernières librairies de TensorFlow, etc. Vous pouvez vous en servir dans le cadre de Dataiku et travailler avec des gens qui, eux, sont plutôt des gens Excel. Ouais. Parce que la réalité, c'est qu'on parle beaucoup des data scientists comme étant les gens et les compétences dont on a besoin. On en a besoin. Mais on ne peut pas avoir une société qui est que avec des data scientists. Surtout vous êtes un constructeur automobile. Et j'entends surtout qu'il n'y en a pas des data. Enfin, il n'y en a pas assez. Il y en a peu. Ouais. On a une marée montante de compétences données qui est incroyable. Vous regardez maintenant, il n'y a pas une école de commerce où il n'y a pas des cours de données ou de code en Python, parce qu'on a vraiment des compétences qui augmentent. On a une barrière pour être capable de le faire qui est réduite. Romain, pardon. Ouais. Question père de famille. Il faut le faire, apprendre à coder en Python ? Je ne pense pas qu'apprendre à coder en Python soit une nécessité. Je pense que comprendre la logique d'utilisation des données, la logique de programmation, est un élément qui est effectivement une compétence précieuse. C'est comme apprendre à faire Apprendre à conduire, c'est pas forcément construire une voiture. Ou apprendre comment marchent des fonctions en mathématiques au lycée. Vous n'allez pas travailler avec des fonctions pendant tout le reste de votre vie, mais comprendre la logique est quelque chose qui vous aidera à résoudre les problèmes auxquels vous pourrez être confronté par la suite. L'informatique, c'est pareil. C'est pas mal cette phrase-là. Moi, j'ai plus l'âge, mais pour les lycéens, non, c'est plutôt pour vos enfants à vous. Comprendre les fonctions de se servir. Oui, voilà, gardez-la. À quoi ça sert ce truc, papa ? Comprendre les fonctions. Le monsieur l'a dit, le monsieur de Dataiku, il l'a dit. Et c'est lui qui dirigera le monde. Bon, ce que je disais, c'est-à-dire beaucoup d'attentes de la part des entreprises. Vous le ressentez aujourd'hui ? Et est-ce que le Covid a un petit peu changé la donne, justement ? Est-ce que l'épidémie a un petit peu changé la donne ? Beaucoup de questionnements aussi. Il y a beaucoup de sociétés qui sont peut-être un peu concentrées sur le côté l'IA comme finalité et qui se retrouvent dans une situation d'impasse, qui aujourd'hui voient leurs petits camarades réussir à faire cette transformation et qui se demandent comment être capable de le faire aujourd'hui. Covid a vraiment entraîné une polarisation entre les sociétés qui avaient déjà su faire cette intégration de la donnée et qui sont arrivés. On a des clients qui ont multiplié, même dans des industries sinistrées, qui ont multiplié par 2, 3, 5 ou 10 leur usage. Aujourd'hui, on a des clients qui ont des dizaines de milliers de personnes qui servent de Dataiku. De l'autre côté, on a des entreprises qui n'avaient pas su faire ce virage et chez qui, du coup, l'IA était quelque chose qui était un peu de côté. Et en cas de Covid, où on se pose des questions sur les budgets, d'un seul coup, c'est quelque chose qui devient de plus en plus petit et on perd de plus en plus de distance par rapport à ceux qui avaient su le faire. Et il faut que ce soit installer Dataiku dans une boîte, il faut que ce soit une décision centrale, ou est-ce que une BU dans son coin peut se dire tiens, je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Ça fonctionne de la même façon ? Oui, ça fonctionne des deux côtés. On a très souvent des gens qui sont des BU et qui s'en servent en marketing, en achat, en toutes ces choses-là pour. C'est ça, on voit de plus en plus aujourd'hui. Il suffit qu'il y ait un geek dans le groupe. Et le gars commence à se dire... Et même dans des domaines qu'on n'attend pas. L'association européenne des trésoriers corporate a décerné son prix cette année à une entreprise qui servait de Dataiku pour sa prévision de cash flow faite avec Dataiku. Donc des domaines en finance, on se serait peut-être dit plus du Excel. Donc on voit... Je vous assure, oui. Voilà. On voit beaucoup de BU ou d'équipes qui s'équipent. Ce qu'on voit aussi, c'est que pour que la transformation se fasse à l'échelle de l'entreprise, il faut qu'il y ait une volonté par au-dessus. Et aujourd'hui, on travaille avec pas mal de grands groupes français et mondiaux qui, justement, sont dans cette démarche mais en fait, ce n'est pas juste une question de techno, ce n'est pas juste une question d'adoption par des BU, c'est une question de comment est-ce qu'on aligne la façon dont on veut travailler nos personnes, nos process et nos technologies. Et pour ça, on a besoin d'avoir une solution englobante et d'avoir l'accompagnement qui va avec. Et Dataiku, ça évolue vers ça aussi. C'est bien sûr, on a la partie logicielle qui permet, quel que soit votre niveau de compétence, de monter à bord, d'en tirer parti et de monter en compétence. Mais aussi, on a développé l'expérience avec ces quelques entreprises dans le monde qui ont su faire cette transformation, de qu'est-ce qui est important pour être capable de passer à l'échelle dans l'utilisation de l'IA dans l'entreprise et de partager ces bonnes pratiques et ces services avec nos clients. Et sinon, Terminator, alors Fort heureusement, on est encore loin de ça. Et c'est une question qu'on entend souvent et qui est une question qui n'est pas dénuée de sens d'ailleurs.
Je plaisantais quand on a monté cette chaîne, il y a maintenant donc 8 mois. Donc nous sommes installés rue Chateaubriand. Et évidemment, vous invitez des gens, je devais l'écrire à peu près 6 fois par jour. Et il a fallu 6 mois pour que l'iPhone arrête de me proposer Châteaubriand en 2 mots, mais Chateaubriand. Et je me disais, ça va, on a un peu de marge avant que les robots nous tirent dessus dans la rue, quoi. Il y a encore un peu de marge. Il y a encore un peu de marge. De toute façon, il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, l'IA et la donnée, c'est très bien pour répondre aux questions. Mais l'intelligence de poser les questions, ça reste quelque chose d'extrêmement humain. Ouais, voilà, c'est ça. Merci Romain, tout ça a été très intéressant. Romain Fouache, donc directeur des opérations de Dataiku, qui était notre premier invité sur Bismart.